Bon, c'était pas évident de commencer un programme d'ECMO dans un pays comme le Liban, mais finalement ça marche bien. Donc fallait tout installer, fallait faire la formation des équipes médicales et paramédicales, essentiellement les infirmières et les perfusionnistes. Bon, pas tout le monde était habitué à ça, mais ça marche. Donc on a fait déjà 3 nouveau-nés et 2 adultes. C'est bon? Je pense, ouais. Donc voilà, vous êtes tous familiers à comment commencer ou initier un centre d'ECMO en commençant par la planification, le développement, les formations, essentiellement les formations continues. Mais après, à un moment donné, ça c'est la théorie, il faut passer par un premier patient. Bon, notre premier patient, c'était pas très simple, mais d'ailleurs, toutes les ECMO ne sont pas simples. Donc voilà, c'est une petite fille qui est née à 36 semaines à cause d'une éclampsie. Le poids de naissance était à 2,4 kg. À 32 semaines, on avait diagnostiqué une hernie diaphragmatique gauche, comme vous voyez sur la radio. Et les mesures qui ont été faites à ce moment-là étaient en faveur d'une forme de bon pronostic. Donc la prise en charge de cette hernie était assez classique, donc intubée à la naissance, ventilée. Et comme on s'attendait bien, il y avait une petite hypoxie, une acidose respiratoire, et on a fini par ventiler en HFO et par ajouter du NO. Au bout de 24 heures, ça se détériore. On voit apparaître une hypoxie réfractaire malgré des paramètres ventilatoires assez importants, une acidose respiratoire, mais aussi une acidose métabolique et une instabilité hémodynamique malgré les catécholamines qu'on avait débutées. Donc, on a discuté de la mise en place d'une ECMO. On a pensé à une ECMO véno-veineuse, mais bon, c'était assez compliqué d'y aller. Donc, on s'est dit, on va aller pour une véno-artérielle. Donc, voilà, on a cannulé la jugulaire interne avec une canule veineuse de 12 French et la carotide avec une 10 French. Donc, avant de faire l'ECMO, on a fait une ETF qui était normale. On a fait un priming au sang puisque c'était un nouveau-né. Et quand on est parti en ECMO, on a bien sûr fait une ventilation de protection. Vous êtes tous familiers avec ça. On a quand même gardé un peu de chorotrope et d'adrénaline et on a forcé sur les diurétiques puisque l'enfant avait reçu déjà de multiples remplissages et il avait une forte instabilité hémodynamique. Bon, ce qui était bien, c'est qu'au bout de 48 heures, l'enfant est devenu stable, ce qui nous a permis d'opérer la hernie diaphragmatique. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de saignement, l'hémostase était bien gérée. Et finalement, c'est la radio après la réparation, c'est la radio qu'on a d'habitude après les réparations d'hernie diaphragmatique, excusez mon français. Bon, on a finalement commencé le sevrage progressif de l'adrénaline. Le problème, c'est que l'enfant s'est amélioré, c'est vrai, pendant 2 jours, sauf qu'à partir du J4, il commence à présenter une surcharge sur sa radio du thorax et on a beaucoup de problèmes sur la gazométrie et sur la ventilation. Et quand on a fait l'écho cardiaque, on a vu une HTAP isosystémique, même à des moments suprasystémiques. Bon, on sait bien qu'avec une hernie diaphragmatique, on a une HTAP qui doit en principe être résolue après la réparation de la hernie, sauf dans des cas où il y a une hypoplasie sévère. Mais bon, on n'avait pas cette forme de mauvais pronostic d'hernie diaphragmatique depuis le diagnostic anténatal. Donc on a cherché un peu plus loin. Et comme vous voyez bien, il y a un canal artériel très large qui est beaucoup plus grand que l'artère pulmonaire droite et qui, à ce moment-là, chantait majoritairement de gauche à droite. Donc, ce qui pourrait probablement expliquer l'HTAP qu'on avait. Donc, on avait discuté beaucoup avec les néonatologues, le chirurgien cardiaque, et on a décidé de fermer le canal chirurgicalement. Donc, ligature du canal artériel par sternotomie. Ça s'est aussi bien passé. Il n'y a pas eu de saignement significatif. On a eu une petite dysfonction du ventricule gauche et du ventricule droit après la fermeture du canal. Du coup, on a été obligé de poursuivre un petit peu le chorotrope, le NO, les diurétiques. Et on a mis en DV puisque ça nous permettait de minimiser les interactions cœur-poumon et de favoriser le recrutement des alvéoles. Un autre problème. Bon, à J7, on arrive le matin et on voit qu'il y a des caillots, des clottes qui sont énormes dans le circuit, que ça soit avant la membrane, après la membrane, avant la pompe ou bien après la pompe même. Et si on revoit ce qui s'est passé pendant la nuit,
on voit que les besoins en héparine ont été augmentés sur la nuit avec une ACT qui commençait à baisser. On n'avait que l'ACT pour le monitoring de la coagulation chez nos patients. Donc voilà, c'est comme vous savez bien, c'est la résistance à l'héparine qui probablement est due à un déficit en antithrombine. Bon bref, on décide de changer le circuit. Mais cette fois, c'était un autre perfusionniste, donc le priming était peut-être pas optimal. Donc, s'ensuit une vasoplégie assez sévère avec une chute très importante de la tension artérielle. On a fini par des remplissages énormes, en plus du calcium, puisque c'était probablement une hypocalcémie. Mais bon, on a eu beaucoup de hauts et de bas sur la tension artérielle, ce qui n'aidait pas beaucoup. Le second problème, en même temps, c'était que, puisqu'on avait changé la membrane, c'était une nouvelle membrane, on n'avait pas baissé le débit de gaz, donc on avait gardé le même débit de gaz qu'on avait sur la vieille membrane. Du coup, la PaCO2 a baissé d'une façon très importante, très brutale, et comme on n'avait pas de NIRS cérébral pour un dépistage précoce et continu de la PaCO2, on a mis un peu de temps pour voir ça sur la gazométrie. Voilà, ça s'est bien passé. Entre J7 et J10, on décide d'arrêter la sédation, puisque ça allait beaucoup mieux. D'une part, pour faire une évaluation neurologique, et d'autre part, pour permettre la ventilation spontanée. Donc l'enfant s'est réveillée, elle était calme, elle était confortable, et l'examen neurologique était parfaitement rassurant. On continue le décubitus ventral, et on continue le sevrage de notre ECMO. À J10, ça marche pas. Pardon ? Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, désolé. J10, on voit des mouvements cloniques du membre inférieur droit en secousse et qui s'arrêtaient pas quand on tenait le membre. Donc, la première chose qu'on a faite, c'était une EEG qui était normale. L'ETF était également normal, donc on suppose que c'est probablement un syndrome de sevrage parce qu'on avait arrêté les sédations assez rapidement et on commence par traiter l'enfant avec du phénobarbital. Et depuis, on n'a plus revu ces mouvements anormaux. Donc on continue, entre J10 et J17, l'enfant commence à montrer vraiment des signes d'amélioration, que ça soit sur la radiographie du thorax, parce que c'était beaucoup plus mauvais que ça, sur la compliance pulmonaire et les volumes courants. À J10, on décide alors de décanuler le patient. On n'a pas réussi à faire une plastie, mais bon, on a fait une ligature de la carotide. On continue le sevrage ventilatoire, on arrive à extuber l'enfant un peu tardivement à J30, parce qu'entre-temps, il y a eu une reprise de la hernie, parce que bon, c'était un problème chirurgical. Finalement extubé à J30 et à ce moment-là, on part pour faire une IRM cérébrale. Juste entre-temps, on avait fait une ETF tous les jours, quoique c'est pas ce qui est recommandé, mais comme c'était notre première ECMO, on a quand même décidé de faire une ETF par jour. Et à tout moment, l'ETF était normal, même le jour où on a fait l'IRM. Donc voici l'IRM, une zone large d'encéphalomalacie kystique qui est en zone temporale, pariétale et occipitale à droite, un petit peu à gauche. Et en se réunissant avec les neurologues et les radiologues, c'était probablement un AVC hémorragique et c'était le vieux sang qu'on voyait sur l'IRM. Et a posteriori, le radiologue, il nous dit qu'il avait du mal à faire le TF et que la fenêtre qu'il avait sur la fontanelle était pas optimale, qu'il y avait des zones qu'il n'arrivait pas à voir. Mais bon, ça, c'était aussi a posteriori. Mais bon, quand on regarde l'enfant, c'est un enfant qui est tout à fait normal, avec un examen neurologique adéquat à son âge, adéquat à sa taille, adéquat à son poids. Là, la petite, elle va très bien, elle va bientôt rentrer à la maison, donc elle mange bien, elle grandit bien, elle a un très bon contact, elle cherche du regard et elle sourit. Donc voilà, on s'est réunis à plusieurs fois avec notre équipe multidisciplinaire. On a divisé les problèmes en plusieurs parties pour savoir comment on aurait pu faire différemment et comment améliorer les choses dans les prochaines ECMO. Donc la première partie, c'est surtout la partie qui concerne ce qui s'est passé avant l'ECMO, parce qu'on n'est même pas sûr s'il y avait un truc neurologique qui s'est passé avant l'ECMO, puisque le TF à tout moment était normal. Donc est-ce qu'il fallait faire une IRM avant de partir en ECMO, mais est-ce que c'est pratique de faire ça sur un enfant qui n'est pas stable? Est-ce qu'il est transportable? Donc ça reste assez compliqué. Mais bon, je pense qu'il faudra penser à autre chose. Puis pendant l'ECMO, on a eu plusieurs facteurs de risque, comme vous avez vu, pour une première ECMO.
En commençant par l'instabilité hémodynamique, donc ce qu'on va faire, c'est on va optimiser nos protocoles sur le priming du sang pour éviter une hémodilution et éviter les troubles électrolytiques. On va également faire attention à la PaCO2, peut-être en utilisant les NIRS cérébrales qui vont permettre un dépistage précoce et continu d'un changement de la capnie. Les troubles de coagulation, assez difficiles parce que comme on n'a que l'ACT pour l'instant, il faudra faire venir une machine d'anti-10A, peut-être de Rotema après. Et comme on n'a pas de dosage d'antithrombine pour l'instant, ça sera aussi une chose à faire. Et après, ça sera amener les concentrés d'AT3 au lieu d'utiliser le plasma précongelé. Ensuite, le canal artériel. Je ne sais pas à quel point ça a participé aux lésions neurologiques sur le vol diastolique, mais je pense que si on avait aussi des NIRS tout le temps, on aurait peut-être vu l'instabilité et le vol à travers le canal pendant l'ECMO avant le J5 et J7. Après, il y a l'artère carotide, mais là encore, ligature ou plastie, j'ai pas de réponse parce qu'on part du principe qu'il y a la circulation collatérale, ce qui nous permet de faire la cannulation des carotides. Et puis, bien sûr, l'ECMO veineuse qui reste accompagnée, qui reste associée à moins de complications qu'une véno-artérielle. En post-ECMO, bien sûr, quel est le mécanisme de cette lésion? C'est probablement un AVC hémorragique, mais quel est son pronostic? Parce que quand on regarde l'enfant, il n'y a pas de corrélation entre la clinique actuelle et les images qui font peur qu'on a vues. Donc, comment faire le suivi de ces enfants à long terme et jusqu'à quel point la clinique est corrélée avec l'imagerie cérébrale? Et je pense qu'on trouvera les questions à ça en fin de journée. Voilà, merci. Ah oui, donc pour un des points que tu as bien souligné, c'est le non-parallélisme entre l'image d'IRM et la neurologie clinique. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu des neurologues et on aimerait bien avoir un petit peu l'avis de notre spécialiste sur ce sujet. En image et pour pas dire de neurologique écarté, mais pas l'image elle-même. On n'arrive pas à faire des strates de pronostic en fonction de l'image. Ça, c'est la question qui est vraiment très intéressante, c'est est-ce que c'est indispensable de faire une image entre les comparaisons quand on peut le faire? On a le sentiment avec les radios pédiales que non, parce que ça peut nous... Enfin, merci. On a le sentiment que non, parce que ça peut faussement nous faire contre-indiquer l'ECMO, alors que c'est même pas une image en soi qui est pronostique. On peut trouver une grosse porencéphalie chez un nouveau-né qui finalement aura aucune séquelle derrière. Et d'ailleurs, dans le peu de littérature qu'il y a, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais de temps en temps, il y a quelques cas cliniques où ils montrent bien qu'on a fait des craniectomies de décharge sur des AVC et que finalement, il n'y a pas eu de grandes séquelles derrière avec un suivi à 10 ans, des enfants qui sont scolarisés. Donc j'aurais dit que l'image est en pré-thérapeutique, elle est vraiment... elle ne doit pas mettre en danger l'enfant, elle ne doit pas nous faire contre-indiquer l'ECMO. Et puis l'image en tant que pronostic, oui, il y a un pronostic réservé, mais qui n'est pas fonction de l'image elle-même. Merci, c'est vraiment ce qui ressort de tout ce qu'on a entendu récemment, hein, notamment... Hors catastrophe, quoi, c'est ce que tu veux dire, peut-être? Oui. La découverte d'un AVC hémorragique, sous héparine, sous ECMO. Oui, c'est le seul point, mais globalement, tout le monde est d'accord et on était avec notre ami Eduardo da Cruz encore hier de Denver. Il argumentait la même chose en disant qu'en plus c'était cher. Si on faisait l'IRM à tout le monde, aux États-Unis c'est important, les sous. Et deuxièmement, ça ne pouvait pas contre-indiquer l'ECMO. Sauf peut-être dans le cas où on aurait trouvé un accident hémorragique. Et troisièmement, il est quasiment impossible en temps, quand on a vraiment besoin de poser une ECMO, d'aller à l'IRM. Enfin, dans mon expérience en tout cas. Vous avez des remarques sur ce premier cas? On va détailler tout ça, mais juste ponctuellement sur ce cas. Une des leçons aussi avec une première ECMO à Beyrouth, ce qui est quand même très important, on voit que le résultat et la prise en charge est vraiment remarquable, mais combien c'est difficile quand on n'a pas les éléments pour la coagulation,
parce que vraiment c'est pas facile, seulement avec l'ACT, et on connaît bien les limites. Il n'y a pas de NIRS, il n'y a pas toutes les drogues dont ils ont besoin, et malgré ça, réussir sur l'ECMO, c'est assez remarquable. Moi, j'avais une question au chirurgien libanais, Issam, pour la carotide. C'est toi qui l'as faite, non? C'est toi qui a... Oui. Je n'ai pas fait trop d'efforts pour faire une plastie de la carotide, sachant que la canule était dans la carotide, donc la carotide ne faisait pas passer de flux sanguin. On était tout le temps, on comptait tout le temps sur l'autre carotide. Donc on sait qu'il faut essayer de faire une plastie si elle est simple. Sinon, on peut la ligaturer. On n'a pas de problème. Et les comparaisons entre ligaturer ou pas, moins que 20 kilos, c'est la même chose. Ok, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, vas-y, prenez le micro, Nicolas, prends le... Oui, je m'interrogeais juste sur la prise en charge du canal artériel. Parce que en réa néonate, alors on n'a pas l'expérience de l'ECMO sur les hernies diaphragmatiques, mais en réa néonate, chez des enfants qui posent des problèmes d'HTAP comme ça, souvent nos réanimateurs néonataux mettent de la prostine, eux. Ils ouvrent le canal pour avoir une soupape de sécurité supplémentaire. Donc je m'interrogeais sur la stratégie là, de la prise en charge de ce canal. C'est vrai que, pareil, la prise en charge du canal m'a un petit peu interpellé, puisque après réflexion en France et au vu du plan national de prise en charge des hernies diaphragmatiques, la tendance maintenant, en effet, est de soulager le ventricule droit en maintenant le canal ouvert pour sécurité. Et notamment les équipes qui faisaient pas mal d'ECMO sur les hernies diaphragmatiques, je pense à l'équipe de Laurent Storm à Lille, a vu ces indications clairement reculer avec la mise en place de prostine précoce. Et nous, c'est vrai que sur la stratégie de prise en charge de ces enfants, c'est dès la salle de naissance, en fait, ils vont systématiquement être donc sédatés, intubés et rapidement mis sous prostine jusqu'au bloc opératoire. Et ça nous arrive de laisser cette prostine en post-opératoire le temps de faire céder l'HTAP. Parce qu'on a vu qu'on était très mauvais en anténatal sur les facteurs prédictifs d'HTAP, quel que soit le volume pulmonaire, parce que le volume pulmonaire ne présage pas de la dysplasie capillaire associée à la hernie. Voilà, c'était un risque à prendre, mais vu la radio du thorax qui commençait à surcharger, mais surtout l'écho avec un canal qui chantait que gauche-droite, donc il chantait avec la pression du circuit d'ECMO, de la pompe. Donc ça faisait qu'encombrer les poumons, donc il fallait décider y aller. Et la preuve en est, c'est que quand on a fermé ce canal, il n'y avait plus d'HTAP du tout. Et donc on a réussi à passer le cap. Après, c'est décrit dans plusieurs centres que le canal a été fermé chirurgicalement sur les ECMO. C'est vrai que c'est pas dans tous les centres et c'est vrai qu'on doit prendre au cas par cas. Mais bon, là, c'était clair que c'était un shunt gauche-droite et ça faisait que surcharger les poumons. Voilà. Oui. Donc, c'est tout l'intérêt du club ECMO. Je crois que c'est que les idées tournent, etc., et qu'on discute. Et je voudrais revenir sur cette notion de canal artériel. Le canal artériel est certainement très utile chez un enfant qui n'est pas sous ECMO, qui a des résistances pulmonaires qui sont suprasystémiques et qui n'a pas un shunt droit-gauche interatrial suffisant, parce qu'à ce moment-là, il désamorce son cœur gauche et il meurt tout simplement d'HTAP. Une fois qu'on est sous ECMO, et on l'a fait beaucoup pour des hernies diaphragmatiques, il arrive très souvent que les résistances vasculaires pulmonaires restent extrêmement élevées, et ce qui fait qu'au bout du compte, l'existence ou non d'un canal artériel ne change rien à la situation du patient qui est sous ECMO. On envoie du débit cardiaque, on remplit son aorte, et ce qu'il y a dans l'aorte reste dans l'aorte, parce que malgré l'amélioration de l'oxygénation, les résistances vasculaires pulmonaires ne baissent pas. Si, heureusement, les résistances vasculaires pulmonaires baissent, il faut arrêter l'ECMO ou il faut fermer le canal artériel, parce que sinon, il y a un moment où le shunt gauche-droit massif au niveau pédiculaire va devenir un handicap considérable, parce qu'une grosse partie du débit de ce qu'on va injecter dans l'aorte va se retrouver dans l'arbre artériel pulmonaire, et après, il faut se demander où il va. Parce que s'il va dans l'arbre artériel pulmonaire, il arrive dans l'oreillette gauche, il repart dans la canule d'ECMO, il repart dans l'ECMO et il revient dans l'aorte, tout le débit qu'on va mettre n'a plus aucun intérêt pour le débit systémique du patient. Donc, bien entendu,
il faut faire au cas par cas. Et en général, du moins moi ce que j'ai connu, c'est que la hernie diaphragmatique, elle est mise, enfin si nécessaire, et c'est souvent nécessaire dans notre expérience, en tout cas, elle est mise sous ECMO. Elle s'améliore suffisamment, ça veut dire aussi que ses résistances vasculaires pulmonaires commencent à baisser. En général, c'est le moment de l'opérer. Et après l'intervention, heureusement, l'intervention, pour des raisons d'autres, enfin, qui ne sont pas le sujet du jour, elle va contribuer à cette amélioration. Et à ce moment-là, il faut arrêter l'ECMO. Et pour terminer avec cette notion de canal artériel, il arrive aussi que ça se ferme. Parce que, bien entendu, l'évolution ductale se fait parfois indépendamment de notre volonté. Merci pour ce point sur le canal. Merci Jana. On va passer à Mirella. Bon, il va falloir qu'on fasse attention sur les cas cliniques parce que sinon on va faire la journée rien qu'avec les cas cliniques. Mirella.